Bonjour à vous tous et bienvenue à Puissance au féminin. Encore une fois, une émission où on va se laisser inspirer, obtenir de l'information, du vécu et des belles histoires à raconter. Et le sujet d'aujourd'hui, eh bien, c'est l'éducation des filles de priorité familiale à la responsabilité sociétale. Alors, et pour ce faire, j'ai un panel avec moi. Mesdames, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur l'émission. Donc, je vous présente Denise Grenier. Bonjour. Bonjour. Caroline Dufour. Bonjour. Bienvenue. Véronique Lauzon, bienvenue. Bonjour, merci. Donc, dites-moi un petit peu, là, c'est quoi vos parcours éducatifs? Hein? On va commencer par toi, Véronique. Mon parcours éducatif personnel. Ouais. Personnel, mon Dieu. Grande question. En fait, moi, j'ai eu la chance de fréquenter l'école dès le primaire, secondaire et de me rendre aux études universitaires, passant par le collégial aussi. J'ai eu, je dis cette chance-là parce que c'est pas nécessairement accessible à tous, à toutes. Si on parle aussi principalement des femmes, j'ai grandi dans une famille où j'avais une sœur, donc j'ai pas eu de comparatif entre moi, ma sœur et peut-être un frère qui aurait peut-être eu un parcours d'éducation différent. Mais je me suis rendue à l'université, j'ai pu me rendre à ce niveau d'études-là de par le fait que l'accès au programme que je convoitais m'était possible. J'ai eu ce soutien-là de ma famille aussi. J'avais des parents qui m'ont encouragée. En fait, j'ai des parents qui m'ont encouragée à aller en ce sens et qui m'ont donné la possibilité aussi de le faire financièrement parce qu'on sait que c'est pas nécessairement donné à toutes de pouvoir se payer une scolarisation parce que oui, il y a des frais qui sont associés là, à cette éducation-là. Effectivement. Et aussi, étant donné que nous sommes dans une région plus éloignée, ça peut aussi amener un certain freinage à l'éducation qu'on aimerait du moins avoir et obtenir. Pour toi, Caroline, ton parcours? Tout à fait. Moi, ça a été un peu différent. En fait, oui, je viens de l'Abitibi. Et ça n'a pas tout le temps été facile. L'école secondaire, j'ai bifurqué un peu. Je me suis ramassée en cheminement, retour au régulier. Mais j'ai toujours eu des personnes assez significatives sur mon parcours, surtout au niveau des enseignants, en fait, qui m'ont poussée à aller de l'avant. Et j'ai fait mon cégep ici, en sciences humaines, sachant pas trop quoi faire. Puis on m'a fortement conseillé d'aller plus loin puis d'aller chercher un diplôme, peu importe lequel. Donc, j'ai fait ça. Entre-temps, j'ai été un petit peu à l'École de la vie avec un programme qui s'appelle Katimavik, où je suis partie pendant 9 mois à travers le Canada, où j'ai appris l'anglais, où j'ai découvert que j'avais des capacités intéressantes, que je pourrais peut-être mettre ça à profit. Donc, j'ai fait ça, je suis revenue, la piqûre du voyage était encore là, j'étais allée aux États-Unis, je suis revenue et je me suis inscrite au cégep en technique d'intervention en loisirs en région encore, là, parce que je suis une régionaliste, faut croire. J'étais allée dans le Bas-Saint-Laurent. Ah, OK. J'ai fait ça. J'ai travaillé pour le programme Katimavik et après, je trouvais qu'il me manquait des outils d'intervention. J'ai fait un début de parcours en développement social et analyse des problèmes sociaux pour finir en psychosociologie, pour terminer, compléter mon baccalauréat là, en tant que psychosociologue. Ça, c'est intéressant. On va revenir à ça parce que tu as fait des choix de vie étant donné que tu savais pas trop où t'enligner, hein? Parce que, tu sais, à 17 ans, des fois, on sait pas trop qu'est-ce qu'on veut faire exactement. Pour toi, Denise, ça a été quoi ton parcours? Ça a été un peu différent, mais un peu particulier aussi, c'est ça. Au départ, moi, je suis allée étudier post-secondaire en horlogerie. Je suis revenue. En horlogerie? C'est un métier qui était moins féminin à l'époque. Du moins, c'est pas très connu aujourd'hui. Mais ça manquait de monde, alors je m'ennuyais un peu. Alors, je me suis réenlignée en orthèse-prothèse. Ah! J'ai travaillé à l'hôpital plusieurs années. Puis après ça, ça me convenait pas. Je faisais beaucoup d'allergies.
Je me suis spécialisée un peu dans les orthèses, puis après, ça ne me convenait pas. Alors, je me suis réalignée en animation scolaire. Oh! Alors, c'est quelque chose que j'avais fait au secondaire. J'étais allée, quand je suis arrivée au secondaire, il y a comme des portes qui se sont ouvertes parce qu'on avait le droit de choisir si on voulait être sur le conseil d'élèves, organiser des activités. C'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé à ce moment-là. Alors, puis l'éducation, ben c'était comme un milieu qui était comme ouvert à toutes sortes d'expériences parce que on sortait des années 60 pour aller vers les années 70. Alors, ça a été la fin du règne de Duplessis. Dans ce temps-là, l'éducation a beaucoup changé. En 64, il y a eu la création du ministère de l'Éducation. Fait qu'à partir de là, on a pu, nous autres, aller vers des choix autres qu'infirmière et puis enseignante. Il y avait OK, donc attends un peu, là. Là, tu es en train de me dire qu'avant 1964, il y avait comme une certaine imposition à la femme d'aller vers certains domaines. C'est ce que je comprends? Bien, après la guerre, les femmes ils ont décidé qu'elles voulaient rester sur le marché du travail. Donc, nous autres, on avait des mères qui sont restées à la maison, mais on avait aussi les femmes qui avaient travaillé durant la guerre et ne voulaient pas retourner à la maison. Alors, eux autres sont restés il y en a qui sont restés sur le marché du travail. Mais il y avait, à partir de là, l'Université de Montréal, ils acceptait des femmes dans 2 catégories, mettons, en enseignement, puis beaucoup comme infirmière. Donc, relation d'aide, aider, beaucoup soins. Beaucoup de métiers qui étaient reliés aux soins. OK. Puis ou à l'enseignement. OK. Ensuite de ça, quand nous autres, on est arrivés, il y a eu l'avènement des cégeps. En créant le ministère de l'Éducation, bien, il y a eu comment je dirais bien ça? Ils appellent ça... il y a eu le rapport parent qui a analysé tout le système d'éducation vers 1960. Puis après ça, ils ont créé le ministère de l'Éducation. Puis à partir de là, il y a eu beaucoup de cégeps. Il y en a eu 2, 3 qui ont été expérimentales. Puis après ça, ils ont ouvert les cégeps. Fait que nous autres, quand on est arrivés aux études postsecondaires, on pouvait aller vers des choix différents. Un petit peu plus large. Je te dis pas que c'était parfait, là, mais c'était un petit peu plus large. OK, c'est intéressant, ça, ce côté-là. Puis par la suite, moi, j'ai refait, quand j'ai changé pour l'animation scolaire, bien, j'ai fait un bac par cumul ici en région par les fins de semaine. OK. Ouais. Donc, ça devait être très hurrah quand il y a eu cet avènement-là où les choix se sont ouverts aux femmes pour dire, hey, on peut faire autre chose aussi, là. On n'est pas juste bonne à faire à manger, à aider les autres, mais on peut aussi utiliser notre tête dans les finances ou dans un autre finances, domaine. En fait, c'était pas un domaine qui était très pris. Ouais, c'était pas encore là pour les femmes. Les finances, l'informatique, c'était encore des domaines très catégorisés pour les hommes. Ça l'a ouvert au niveau des sciences sociales. Beaucoup les sciences sociales sont arrivées dans ces années-là où ce que la femme elle pouvait être autre qu'une infirmière. Et donc, les sciences sociales, le droit aussi, le droit est apparu aussi dans ces années-là où ce que les femmes pouvaient aller un petit peu plus vers le droit. Mais il y avait beaucoup, c'était très sectaire, là, tu sais, à l'époque. Mais c'est bien. Puis, comme en région, on avait cette chance-là de pouvoir étudier les fins de semaine, mais ça prenait un courage. Oui. Tu sais, vous étiez sûrement, c'est ça, courageuse. Oui. Mais oui, parce que aussi, tu sais, veux pas, je sais pas à quel âge que tu étais rendue, Denise, à ce moment-là, mais avais-tu déjà formé ta famille? Bien, ça s'est fait pas mal en même temps. Pas mal en même temps? Oui, c'était assez ardu. Il fallait équilibrer le travail, la famille puis les études. C'est ça. C'est à peu près 6 cours par année. C'était exigeant. C'est exigeant, effectivement. Pour vous, mesdames, est-ce que, mettons, avec toi, OK, t'as... Bon, à 17 ans, tu savais pas trop nécessairement qu'est-ce que tu voulais. Est-ce que tu voulais, t'avais-tu déjà choisi aussi, un jour je vais avoir une famille, à quel moment que je vais le faire, ou les études étaient prioritaires? Bien, en fait, moi, j'ai d'une famille où il n'y a pas beaucoup de gens qui ont été aux études, là, fait que j'étais un petit peu à part, mais je me rendais compte, parce que ma mère avait vécu, qu'elle n'avait pas beaucoup de choix.
Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. C'était une femme qui était vulnérable, qui avait pas eu l'éducation et je me suis toujours dit, ben moi, j'aimerais ça aller aux études. Tu sais, mon père, il travaillait en forêt, c'est un travailleur forestier, fait que lui non plus, il n'a pas été aux études. Puis je me disais, si on veut sortir de notre condition en tant que femme, il faut aller aux études. Fait que j'étais allée un petit peu à contre-courant. Souvent, on me demandait c'est quand que ça va finir les études. Puis j'aimais voyager. Fait que je voulais une famille, mais en même temps, je voulais avoir le bon père. Fait que j'aimais mieux voyager que d'essayer de trouver le bon père. Un jour, il est arrivé là, au bon moment, mais j'étais rendue assez âgée. Puis j'avais pas fini mes études là, quand on s'est rencontrés. J'ai 3 garçons maintenant, mais j'ai continué les études pendant que quand j'ai eu mes garçons aussi. Et d'ailleurs, je suis encore aux études. Là. Je fais un certificat en art plastique pour faire une maîtrise après en art-thérapie. Mais reste que je forgeais tout le temps mes études par rapport à ce que je vivais dans le moment, tu sais. Donc, faire Katimavik, ça m'a ouvert les portes. J'ai voulu essayer d'autres choses. Mais le voyage, pendant que je faisais mes études, je partais en voyage, tu sais. Je faisais mon stage, j'ai fait mon stage à l'étranger, en France. Après, je suis revenue. Tu sais, j'ai tout le temps eu des opportunités. Puis on a cette chance-là au Québec d'avoir des programmes, tu sais, comme Québec sans frontières, Jeunesse Canada Monde, où c'est possible de pouvoir aller plus loin. Puis quand tu voyages, tu te rends compte que l'éducation, c'est un must dans une vie si tu veux avoir une vie intéressante et parce que la femme, on se cache pas, là, tu sais, puis probablement, Véronique, tu vas pouvoir nous aiguiller un peu là-dessus, mais tu peux te retrouver facilement dans des situations de vulnérabilité. Puis ici, comme on est une région ressource, tu sais, les hommes se retrouvent dans les mines, se retrouvent dans des métiers assez payants, mais ils vont partir sur des runs. Fait que la femme, souvent, va se retrouver dans le rôle de la mère au foyer où c'est elle qui va comme prendre la charge. Fait que, tu sais, si tu n'as pas d'éducation, ben, tu te retrouves à faire des choses que c'est pas par choix. Moi, je suis assez féministe dans l'âme que je trouvais ça important de pouvoir faire mes choix. Ouais. Est-ce que tu penses que tes voyages que tu as faits t'ont amené à qui tu es aujourd'hui comme ton métier à toi, là, en ce moment-là? Tout à fait, tout à fait. Le voyage, ça a été, tu sais, sortir de l'Abitibi, pour moi, ça a été super bénéfique, là. C'était j'avais besoin de ça, tu sais, parce que sinon, on est pris avec nos œillères à penser qu'il y a juste une façon de faire, mais quand tu voyages, tu rencontres des gens de partout à travers le monde, puis tu te rends compte que si tu veux avoir une vie épanouie, si tu as la chance, bien sûr, de pouvoir aller aux études parce que tu as les capacités intellectuelles de le faire, bien, vaut mieux le faire. Puis le voyage, c'est une école de vie extraordinaire. Absolument. Ouais. Pour toi, est-ce que tu, à 17 ans, savais-tu qu'est-ce que tu voulais faire? Mais moi, je trouve que c'est une grosse question à se poser à 17 ans. Puis, tu sais, j'ai parlé de mon parcours scolaire grossièrement, mais qui fait en sorte que malgré l'obtention d'un diplôme universitaire, d'un baccalauréat, je n'exerce pas le métier dans lequel j'ai étudié aujourd'hui. Donc, tu sais, je me suis beaucoup cherchée aussi, puis je pense que c'est beaucoup demandé à un jeune adulte de 17 ans de savoir ce que tu veux faire pour l'avenir, en fait, pour la suite. Puis, tu sais, moi, si je remonte par rapport à ce qu'on peut peut-être exposer comme possibilité de métier aux hommes versus aux femmes, j'ai un père, j'ai des parents qui m'ont beaucoup amené un peu dans ces métiers-là de relation d'aide. Tu sais, la femme, on dit souvent qu'elle est faite pour prendre soin des autres, pour plaire autant psychologiquement, physiquement aux autres. Fait qu'on est malheureusement peut-être amené vers les métiers qui vont représenter ces deux facettes-là de notre personnalité de femme. Et le pourquoi je parle du fait que j'ai changé de métier, bien, je me suis engagée dans des études qui, effectivement, allaient dans le sens de la relation d'aide. Puis avec un pas de recul, tu sais, j'ai jamais été exposée aux métiers peut-être plus typiquement masculins. On m'en a jamais réellement parlé, tu sais, de travailler peut-être plus physiquement,
dans la foresterie, dans les mines, la prospection, la géologie, tu sais, je peux en nommer, là. Mais ça, c'est pas des plus jeunes, là, si je remonte à l'âge de justement 17 ans, fin secondaire, c'était pas des choses envisageables pour moi, ou du moins, c'était pas des métiers qui existaient ou que je connaissais, parce que c'est... Ah, ben, t'es une jeune fille, t'es bonne à l'école, tu réussis bien, va en sciences humaines, en sciences nature, va faire ces cours-là, ça va te mener à un domaine, un métier, en fait, au niveau du domaine de la santé. Puis on s'entend, la santé, on est encore là dans le prendre soin, tu sais, dans la relation d'aide. Fait que, effectivement, à 17 ans, je savais pas nécessairement ce que je voulais faire, mais je pense qu'on m'a pas présenté toutes les possibilités qui, aujourd'hui, peuvent s'offrir aux femmes versus, dans le temps, ne s'offraient peut-être pas aux jeunes filles dans leur parcours d'éducation. Oui, effectivement, parce que, tu sais, c'est un âge précoce, 17 ans. C'est jeune, mais en même temps, tu sais, t'es un adulte, t'es en transformation, t'es dans la crise existentielle ou d'identité, tu sais, tu te cherches. Et puis là, c'est de choisir. OK, c'est là que tu fais le choix. Alors, tu vas au cégep ou tu t'en vas travailler. Aujourd'hui, on a aussi l'aspect des professionnels. Ce qu'il n'y avait pas... tu sais, à une certaine époque, le professionnel, il y avait une connotation plus négative, péjorative, je dirais, dans les années 80 ou 80, oui, plutôt dans les années 80. Il y avait un aspect plus péjoratif où c'est quelqu'un qui peut pas se payer d'aller au cégep ou à l'université, va aller au professionnel. Jusqu'en 2000, les DEP n'étaient pas très bien vus. C'est encore comme ça. Ouais. Avec le fait qu'on a un manque de main-d'œuvre criante, les DEP sont devenus de plus en plus prisés parce que c'est court, c'est rapide, c'est un choix qui t'amène dans un métier ici en région où tu termines ton DEP, tu peux avoir un travail très, très bien rémunéré. Mais en 2000 encore, c'était pas si... Et moi, à l'époque où j'ai étudié, il y avait seulement 8 de la population qui atteignait les études universitaires. Quand, encore, là, toi, quand tu as fait tes études, probablement que c'était autour de ça, 8 à 10 Fait que c'était comme une certaine proportion de gens qui allaient à l'université. Sinon... on se retrouvait à faire des métiers qui n'ont pas nécessairement besoin d'études, puis ça convenait pour certaines personnes, mais aussitôt que tu voulais aller un peu plus loin, ça devenait des fois plus difficile. Vous deux, et pour toi même, Denise, bon, j'en ai compris que toi, tu es sortie de la région pour étudier. Est-ce que tu es sortie aussi? Oui, je suis sortie. Puis, tu sais, pour revenir un peu sur ce que Caroline nommait, le fait de peut-être ne pas sortir de la région nous contraint à certains milieux d'études, tu sais, assez restreints, je crois, de par le fait que nos cégeps, nos universités n'offrent pas tous les programmes qu'on peut aller rechercher à l'extérieur. Et où je veux en venir, c'est que moi, personnellement, tu sais, on parlait tantôt à 17 ans, est-ce que tu savais qu'est-ce que tu voulais faire dans la vie? Étais-tu plus en mode, je veux avoir une famille ou je veux aller aux études? Mais je suis sortie de la région et j'ai le comparatif du cercle d'amis que je me suis créé à l'extérieur de la région versus ici. J'ai beaucoup d'amis qui sont restés en région, qui ont fait leurs études, mais que rapidement, par la suite, à la sortie tout juste de l'université, c'était, ben moi, mon chum est allé étudier pour travailler dans les mines. Maintenant, ça n'a pas été long, tu sais, un DEP, il a son salaire. Moi, je viens de terminer l'université. On crée notre famille, puis tu sais, la création d'une famille arrive beaucoup plus rapidement en région qu'à l'extérieur. Tu sais, j'ai 33 ans, j'ai pas d'enfants. J'ai des amis du même âge à l'extérieur d'ici qui en ont pas. Ici, dans mon cercle d'amis, je suis la seule, probablement une des seules du moins, tu sais, qui en a pas. Donc, l'aspect de dire, puis là, je veux dire à la femme de va à l'école, puis après ça, let's go, tu deviens mère. Je pense qu'on a plus cette pression-là quand on doit faire nos choix de carrière. Tu sais, de considérer que mais t'es rendu à tel âge, t'as pas encore d'enfant. C'est vrai. L'homme, on lui dit pas ça. Travail. Clairement. Oui, c'est vrai. Toi aussi, est-ce que ça t'est arrivé aussi? Ben, tout à fait. Moi, mon dernier, je l'ai eu à 38 ans.
OK. Donc, mon premier, je l'ai fait à 29 ans. Tu sais, tous mes amis de l'Abitibi avaient des enfants. Tous mes amis que je me suis fait un peu comme Véronique à l'extérieur, qui étaient aux études à l'université en même temps que moi, ils ont eu leurs enfants sur le tard aussi. Et quand tu voyages, puis que tu vas dans d'autres pays, les familles, ils ont des enfants très jeunes, très, très jeunes. Et souvent, j'ai voyagé dans des pays où c'était peu éduqué, là, tu sais, et on le voit, ça. Donc, plus une société est éduquée, plus les enfants arrivent tard parce que il y a tout l'aspect de vivre la vie avant de fonder sa famille. Puis moi, je pense, tu sais, on parlait de crise existentielle, là, la crise existentielle, elle peut arriver tout le temps là, dans notre vie. Je pense qu'il faut apprendre à se connaître avant de dire, ben choisir un domaine d'études, tu sais, puis même des fois, on choisit un domaine d'études en pensant qu'on se connaît, on va travailler dans ce milieu-là en se rendant compte que c'était pas ça. Fait que, si tu vas pas aux études, mais que tu apprends à te connaître, parfois, c'est plus riche que d'aller aux études parce que tu deviens authentique, tu deviens qui tu es vraiment. Tu sais. Les études, à mon avis, c'est une plus-value qui va t'amener peut-être un bien-être intellectuel, social aussi, parce que tu vas être avec des gens qui vont correspondre à tes nouvelles valeurs parce que tu te transformes quand tu vas aux études. Mais je pense que la première chose dans la vie, c'est d'apprendre à se connaître. Puis ça, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement appris à l'école, mais à l'école de la vie. Tu sais, un peu comme tu le fais. Tu es allé à l'école de la vie pour pouvoir éventuellement savoir vers quoi tu te dirigeais là après, puis qu'est-ce qui t'intéressait, tu sais, où est-ce que tu voulais faire la différence. Parce que c'est un peu ça. Hein, c'est un peu ça, les études. C'est comment est-ce qu'on peut faire la différence dans une société? Ton parcours à toi, est-ce que ça a été... c'est sûr qu'il y a eu... T'es dans une génération complètement différente, mais est-ce que tu as eu un parcours où tu t'es choisi, non pas seulement parce que tes parents t'ont dit que fallait aller vers telle chose, ou t'indiquer la ligne directrice de ta vie, ou tu as pris en charge ta vie puis dire « Non, moi, c'est destiné, les étoiles sont alignées, c'est vers ça que je m'enligne, puis je vais y aller coûte que coûte, je deviens animatrice, puis je laisse tout tomber le reste, là. » En fait, on décidait pour nous, là, à ce moment-là, mais on prenait les responsabilités qu'il y avait avec. Il fallait trouver le financement, il fallait trouver tout ce qui allait aller avec le reste. Là. On choisissait à ce moment-là. Mais tu sais, toi, là, tu as fait des choses différentes pour arriver animatrice scolaire. Oui. Qu'est-ce qui t'a donné le déclic de dire hey, c'est ça qui me plaît, c'est là que je me vois tout le reste de ma vie à m'accomplir, à m'épanouir là-dedans? Bien, je l'avais fait au secondaire. OK. J'avais fait des expériences de vie scolaire au secondaire 1, 2, 3, 4, là, mettons. Puis quand je suis arrivée, à un moment donné, il y a eu une opportunité dans ma vie qui donnait un cours pour un essai à Malartic. Mettons, je suis allée faire 6 mois de cours, puis après ça, je me suis inscrite à l'université. Puis j'ai eu un poste entre-temps pour 2 semaines, puis j'ai été 25 ans. Oh. Alors voilà, ça s'est fait comme ça. Puis l'éducation s'est fait tout au long de ce parcours, à même le parcours. Tu sais, j'avais déjà un certificat à l'université, un petit peu plus, puis après ça, j'ai poursuivi en animation, en travail d'équipe, en animation. Il y a souvent... Mais j'avais beaucoup à cœur ce que les élèves pouvaient faire en dehors, à part les acquis de connaissances. Là, ça, c'est très important aussi. J'avais tout le côté social à côté, où est-ce que l'élève pouvait se développer. Ça, je trouvais ça très important, même essentiel à un parcours, pour faire des expériences différentes. Fait que tu étais dans une forme de relation d'aide aussi. Bien, plus ou moins, on accompagne les élèves. C'est ça. On les change pas, mais on les accompagne dans leur parcours. Oui. On accompagne vers les réussites. Aussi. Quand les élèves vivent des réussites, souvent, après ça, ils trouvent une motivation d'aller plus loin. On va parler justement, après la pause, justement, de ce soutien-là. Le soutien
de l'enfant ou de l'adolescent ou même de l'adulte qui va vers les études et qui ne sait pas nécessairement vers quoi qu'il irait. Tu sais, c'est là où on a besoin d'avoir quelqu'un ou des personnes qui nous accompagnent là-dedans. Alors, tout de suite après la pause, et le public, on s'en vient ici vous voir si jamais vous avez des questions. Alors, à tout de suite. Alors, on revient justement en studio. On continue le sujet justement sur l'éducation des filles. On va aller parler de soutien, mais avant, on s'en va dans le public parce qu'on a 2 questions. Alors, première question du public. Oui, bonjour. Moi, ma question est pour Véronique, je veux dire. Moi, ça m'intrigue parce que tu as dit que tu travaillais pas dans le métier que tu as étudié, mais tu nous as jamais dit dans quel métier que tu travaillais. C'est une très bonne question. Je reste discrète. Moi, j'ai étudié pour devenir nutritionniste. Donc, j'ai fait le baccalauréat de 4 ans tout à fait, 3 ans et demi. J'ai pratiqué dans le métier pendant 6 ans. Puis, je me suis réorientée en relation d'aide quand même. Je suis demeurée dans ce moule-là pour me rendre intervenante à la Maison Mikana. Aujourd'hui, j'occupe un poste de co-gestionnaire par intérim. Mais je touche encore à l'intervention puis au soutien de l'équipe de la Maison Mikana, qui est une maison d'aide et d'hébergement pour les femmes et enfants victimes de violences conjugales. Qu'est-ce qui... Tu sais, là, la nutrition, c'est une chose, puis intervenante, c'est une chose. C'est quoi que tu aimais moins en tant que nutritionniste qui t'a fait changer tout ça pour devenir intervenant? C'est une autre grosse question. Moi, tu sais, je disais tout à l'heure qu'à 17 ans, je savais pas ce que je voulais faire. Puis je pense que je suis allée par élimination de ce qui se présentait devant moi dans les métiers que je connaissais ou que je voyais passer dans les fameuses revues d'université qu'ils présentent leur offre de programme. J'ai trouvé ce métier-là. Je suis tombée sur le métier de nutritionniste. Ça m'a interpellée. Je suis rentrée finalement pour me rendre compte que être nutritionniste, c'est pas évident. Bon, je dis pas que le métier que je fais aujourd'hui est plus évident nécessairement, mais tout le monde mange, tout le monde a un mot à dire sur l'alimentation, la nutrition. On a des modes alimentaires, on a des courants qui nous apportent à faire des choix pour perdre du poids, encore là, rentrer dans le moule de ce que la société s'attend d'une femme aussi. Oui, les hommes sont touchés aussi, effectivement, mais là, je parle en tant que femme de... on doit être mince, on doit être belle, on doit bien manger, on doit... Oui, beaucoup. On doit bien nourrir sa famille, bien nourrir ses enfants. On a un gros rôle par rapport à ça. Et apporter le soutien, c'était tel que tel. Je veux dire, je donnais les outils. Mais après ça, c'est de savoir que j'avais pas le pouvoir d'aller dans les maisons de chacune, ou de chacun dire, tu sais, il faut les appliquer maintenant, les outils, parce que si tu reviens me voir dans 2 semaines puis il n'y a pas de résultat, je peux pas prendre la responsabilité de ça. Fait que j'avais peut-être une difficulté à me détacher de ça et à me détacher de tous les courants, les modes alimentaires, où je voyais des gens se taper sur la tête parce qu'ils réussissaient pas à maintenir un régime puis à rentrer dans les standards de beauté. Puis ça m'affectait beaucoup. Puis la science en général, c'est un domaine scientifique, on se le cachera pas. Il y a de l'évolution, il y a des changements. Ça m'interpelle moins. Donc, j'ai décidé de tourner la page et d'aller vers autre chose. Mais la relation d'aide en nutrition, je l'avais. Je l'ai maintenue maintenant à la Maison Mikana. Très beau partage, merci. Alors... moi, ma question est un peu pour tout le monde, parce que, étant issu de la jeune génération qui était faire un DEP dans un métier qui est excluté pour les hommes puis qui avait quand même un bon ratio de femmes, est-ce que vous croyez qu'il y a aussi une volonté des femmes de ne pas aller vouloir faire des métiers qui sont très physiques, très demandants, puis qu'on tombe à excluter que c'est des métiers d'hommes à cause que c'est les hommes qui vont faire les métiers les plus physiques dans notre société? C'est une très bonne question, ça. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Hein, on a une nouvelle là, sur le plateau. Hein? Caroline, je vous présente Caroline Brière, qui est coordonnatrice à Femmes Ressources, qui nous accueille ici dans notre salon chez toi. Chez vous.
chez nous. Hein? Chez nous, C'est les chez femmes. nous. Chez nous, les femmes. Oui. Alors, qu'est-ce que vous répondez, mesdames, Ben, à cette belle question? C'est une bonne question. En fait, la capacité physique d'une femme, comparativement à un homme, elle peut différer. Mais moi, pour avoir travaillé longtemps comme directrice des ressources humaines pour une entreprise où on envoyait beaucoup de personnes travailler dans le Grand Nord, il n'y a pas vraiment de limite pour une femme si elle veut vraiment faire un métier d'homme, un métier qui est plutôt pour les hommes, ou en tout cas qui est prisé par les hommes. Mais c'est sûr qu'on a une capacité génétique peut-être qui diffère, mais je pense que tout est possible, puis que si la femme, elle veut vraiment faire un métier qui est traditionnellement masculin, ben, elle peut le faire. Ce qu'on ne voyait pas avant. Là, il parlait de la nouvelle génération, mais si on recule d'il y a 20 ou 30 ans, c'était impossible. C'était pas quelque chose qui était valorisé, qui était même offert. C'était pas offert. Mais tu sais, malgré le fait que si on retourne en arrière, il y avait beaucoup d'agriculture à une certaine époque et la femme était dans les champs. La femme travaillait aussi fort que l'homme à transporter les balles, à faire les foins, à faire le trait de la vache. Il y avait beaucoup de choses en plus de s'occuper de la maison aussi. Et les pères espéraient beaucoup des fils. On va dire la vérité. Donc, tu sais, ça rejoint peut-être... Je pense pas qu'on parle là d'éducation, mais c'était un besoin. C'est une question de survie, quelque part, à cette époque-là, où il y avait des grosses familles, où ils devaient tous partager les tâches pour arriver à avoir du pain à sa table. Puis, fait que le choix, il se posait pas tellement à ce moment-là. Ouais. Qu'est-ce qui a fait, tu sais, pour justement faire du pouce sur le commentaire, la question du public, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, la femme, elle cherche beaucoup l'égalité entre la femme et l'homme dans différentes sphères de sa vie? Est-ce que vous croyez que c'est parce qu'elle est beaucoup plus ouverte maintenant à l'éducation, plus ouverte à beaucoup d'informations, qui fait qu'elle veut être égalitaire à l'autre? Bien, je pense que quand tu as connu le métier qui est fait par un homme, puis tu as réussi à le faire, et à compétences égales, tu arrives à faire la même chose, pourquoi en avoir moins que la personne qui occupe le même poste, mais qui est un homme? Donc, je pense que oui, l'éducation a fait que la femme a voulu prendre son pouvoir. Tantôt, on parlait dans l'histoire où, quand il y a eu la guerre, les femmes sont allées travailler. Ils ont réalisé, mais je suis capable, moi aussi. Et on est dans une société, au Québec du moins, où il y a une ouverture très grande pour laisser la place à la femme. Donc, je pense que c'est beaucoup une question d'égalité. Si je suis capable de le faire, bien, je vaux pas moins qu'un homme. C'est aussi de se valoriser au travers d'eux. Puis moi, j'aborderais le mot qui a été utilisé aussi. Est-ce que ça pourrait être un manque de volonté de la femme d'aller vers ce genre de métier-là? Tu sais, je pense que la question était un peu de cet ordre-là. J'aurais tendance aussi dans ce sens, de dire, je crois pas qu'il y a un manque de volonté des femmes de vouloir exercer ce genre de métier-là. Peut-être plus, est-ce qu'on leur laisse cette place-là ou est-ce que c'est des milieux où elles vont se sentir en sécurité aussi? Parce que c'est un milieu à prédominance masculine, excusez-moi. Puis, tu sais, pour faire un petit peu de lien avec, oui, mon métier actuel, où on parle de violence conjugale ou de violence envers les femmes en général aussi, peut-être que l'opportunité de la femme à s'exposer à ce genre de milieu-là, l'opportunité est là, mais est-ce qu'elle a les outils pour s'exposer à un milieu masculin? Est-ce qu'elle a des enjeux dans sa vie, dans son vécu, qui fait que pour elle, d'aller travailler dans ce genre de milieu-là, ça peut devenir un défi, ça peut devenir
un obstacle qui va la faire reculer. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de choses à prendre en considération, puis de savoir est-ce que les femmes, les jeunes filles sont encouragées. Oui, il y a une ouverture. Oui, je pense qu'on a la chance d'avoir accès à plus de métiers, mais est-ce qu'il y a une ouverture dans toutes les familles? Encore aujourd'hui, je ne crois pas partout où la jeune fille va être encouragée à aller faire ce métier-là physique. Je pense qu'on est encore beaucoup dans, malgré tout, malgré les avancées, dans, comme on parlait tout à l'heure, une jeune fille, ça doit apprendre à beaucoup penser aux autres, à prendre soin des autres, à un petit peu se décentrer d'elle-même pour s'occuper d'une famille plus tard, s'occuper de ses enfants, s'occuper de ses parents peut-être éventuellement qui pourront être malades ou s'occuper de ses petits frères, ses petites sœurs. Fait qu'on n'est peut-être pas porté à leur dire, ben oui, t'es capable, tu sais, d'exercer ces métiers-là qui sont physiques. Peut-être que oui, au niveau de la physionomie, physiologie, on n'est pas au même niveau que les hommes, là. La force physique n'est pas la même. Mais c'est ça. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs à prendre en considération pour dire que effectivement, il y a peut-être des femmes qui craignent s'en aller dans ces milieux-là. Tout à fait. Est-ce que tu m'amènes sur un point où aujourd'hui, en 2024, est-ce qu'il y a encore cette pensée-là que la femme, son rôle, c'est ça, 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 ça? Ben, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Oui? Aussi. Malheureusement. Malheureusement. Ouais. Ouais. Moi, j'aimerais faire une petite parenthèse sur un mouvement actuel on entend parler, je ne sais pas si vous avez vu dans les nouvelles, mais un Andrew Tate, qui est un misogyne, qui a plus de 9 millions d'abonnés, je crois, sur les réseaux sociaux, et est en train de déconstruire un peu le message de l'égalité homme-femme qu'on essaie d'atteindre. Ouais. Puis, tu sais, nous, quand on parle de reprise de pouvoir de la femme, on parle pas de reprise de pouvoir sur l'homme. On veut pas bannir l'homme, on veut pas le discréditer dans son rôle. Tu sais, je pense que l'homme a sa place, a son rôle à jouer dans la société. Mais cet homme-là est en train de tout déconstruire et ses propos sont machistes, sont sexistes et il entraîne des jeunes aujourd'hui qu'on essaie d'éduquer de façon à atteindre une égalité homme-femme, mais lui, il les entraîne dans le sens inverse. Là. Mais oui, il y a On l'a, le mouvement, là. une distorsion très, très grande entre j'ai le droit d'être viril, puis les femmes vont pas me dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse, puis d'écrasement, là, tu sais, entre... il y a vraiment une grande différence entre être viril et écraser quelqu'un, tu sais. Donc, oui, c'est épeurant un peu, tu sais, puis juste au niveau de l'avortement, comme on fait des pas en arrière. Et malheureusement, on a encore beaucoup d'éducation à faire parce que, dépendamment d'où on vient, mais quand on va dans le Grand Nord puis que la majorité, c'est des hommes, ils s'attendent à ce que ce qui se passe à la maison, ça soit fait. Puis il y a encore beaucoup le rôle typiquement féminin doit être fait. Tu sais, pour avoir été dans le Grand Nord, quand tu marches d'un corridor puis qu'il y a juste des hommes, oui, tu peux te sentir vulnérable à certains moments, mais heureusement, la société change puis c'est pas tous des colons, là. Heureusement. Là. Mais même, tu vois, j'ai fait un petit bout d'enseignement, moi, puis j'avais posé des questions aux enfants, puis comment vous voyez quand vous allez être... puis il y a des garçons qui disaient, moi, je vais sortir les poubelles, puis ma femme, elle va faire le souper, tu sais, puis ça fait peut-être 15-20 ans, tu sais. Fait que c'est encore, malheureusement, présent, cette mais forme... c'est le modèle, hein, le modèle qui est là à changer. changer. Oui. Ça s'en vient. Oui. Est-ce que c'est un modèle sociétal? Pensez-vous que c'est la société qui a créé ce modèle-là, puis que la gente masculine s'est fiée à ce modèle-là pour dire on épouse le modèle parce que c'est ça qui est. Puis on a juste connu ça. Ben, plus aujourd'hui, on peut plus dire ça maintenant. Tu sais, au Québec, on est une des sociétés, le Québec et le Mexique, la place de l'homme est très, très grande. Les pères prennent leur place et jouent un rôle important dans la famille parce que justement les femmes ont été sur les bancs d'école, se sont éduquées, donc ils ont autant besoin d'aller dans un meeting le soir puis que les enfants soient pris en charge par le partenaire. Donc moi je pense que la place des hommes elle va se prendre selon ce que la personne a envie d'être. Je pense pas que c'est
je pense pas que c'est un rôle qui est nécessairement véhiculé partout, là. Oui, il y a beaucoup plus aussi de modèles, puis d'ouverture aussi, hein? Ben oui. Puis il y a beaucoup plus de communication. Fait que, tu sais, on le dit, là, on veut plus ça ou on veut ça, on veut avoir, c'est ça, on va avoir la même place, c'est c'est ça. différente, c'est ça. Mhm. Tout est une question de se nommer, tu sais, puis de prendre position dans ce qu'on veut vraiment, tu sais. Si on a des femmes qui sont très vulnérables, mais qui n'ont pas appris à se nommer parce qu'ils n'ont pas eu de modèle pour se tenir debout, puis des fois, ça devient plus difficile, mais plus on se connaît, plus on est capable de dire ce qu'on a besoin. Il y a définitivement des avancées à ce niveau-là, mais au niveau de ce que la société a envoyé comme message, on en a parlé un petit peu hors caméra, là, le guide de la bonne épouse. Oui, Si on part de ça, je veux dire, ça a été écrit par notre Québec, là, ce guide-là, puis c'est assez drastique ce qui est nommé. Le rôle de la femme est celui-là, puis tu dois répondre aux besoins de monsieur. Madame, quand il arrive du travail, tu sais, assure-toi de ne pas déplacer d'air pour ne pas le mettre en colère. Puis, fait que on part quand même de là. On va parler des années 60. C'est 64, ça fait pas si loin, quelque chose comme de la ça. bonne ménagère. Avez-vous été des bonnes ménagères? On va revenir sur le plateau. Mais heureusement, on a des mouvements qui veulent déconstruire ces pensées-là puis ces croyances-là. On demeure, malgré, comme on disait, avec des familles, des gens conservateurs à travers tout ça aussi, qui prônent encore la masculinité comme étant je suis l'homme, je suis le modèle dominant et la femme est... Il y en a encore, mais de moins en moins. Il faut s'encourager, je pense. Mais je pense qu'il faut toujours rester aussi vigilante parce que il y a des grands combats dans l'histoire qui ont été gagnés et ça allait, on peut perdre rapidement. à tout moment. Il s'agit d'une élection où la politique a un très, très grand rôle à jouer aussi. Je pense qu'au Québec, on a eu la chance d'avoir la Révolution tranquille, puis ensuite, la femme a pris sa place dans la société, donc c'est plus facile, mais il y a d'autres sociétés où on n'est pas à la même place du tout. Là, Très intéressant, mesdames. On continue le sujet après la pause. À tout de suite. Hey, de retour en studio, c'est emballant le sujet aujourd'hui. Puis encore une question du public. On y va au public. Comme les hommes et les femmes sont biologiquement différents, est-ce que ce serait pas mieux d'aller chercher l'équité plutôt que l'égalité? Intéressant comme question. Qu'en pensez-vous, mesdames? Mais c'est ce qu'on va chercher, l'équité. C'est ce qu'on va chercher. L'égalité des sexes, c'est pour vraiment montrer qu'on peut exercer le métier, n'importe quel métier. Mais l'équité, c'est au niveau de... Si tu as un salaire, tu veux avoir le même salaire pour le travail que tu fais. Là. Travail, c'est ça, équivalent, tu veux avoir la même chose. C'est ça. C'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance de ce que tu es dans ton travail. Tu sais, c'est exemple, on a un travail de bureau. Au même titre, directeur à directrice, il y a un rapport de changement. Il y a pas grand changement. C'est pas physique, là. C'est plutôt cognitif, plutôt connaissance. On est allé aux études, on est allé chercher les mêmes acquis, on est capable de faire le même travail. Donc, c'est là un peu que l'équité vient travailler la cause. À compétence égale. Compétence égale. Mais tu sais, si on parle de hockey maintenant, hein, est-ce que les femmes au hockey devraient, ou de football même, parce qu'il y a eu des grandes controverses là-dessus, qu'il y a des femmes qui veulent jouer au hockey puis qui sont aussi massives que des hommes. Mais cependant, jouer avec des hommes n'est plus nécessairement égal parce que physiquement parlant, elle va se faire ramasser très solidement, là, tu sais. C'est un peu ça aussi, là, tu sais. C'est l'équité plus que l'égalité, malgré que le côté féministe
mettre de l'accent sur l'égalité, je pense. Bien, l'égalité des sexes, on met l'accent, je pense, parce qu'on veut avoir les mêmes opportunités, les mêmes chances que tout le monde. Donc, si il y a un poste qui s'ouvre puis que c'est un métier qu'une femme, autant qu'un homme peut exercer, bien, on va y aller, tu sais. J'espère que ça a répondu à ta question. Oui? Bon, excellent. Là, depuis tantôt, je dis, on parle de soutien, on n'a pas parlé encore. Bien, pour aller aux études, faire des grandes études, ça prend un certain soutien. Hein? Et ce soutien-là commence probablement où? Au primaire, au secondaire, au cégep, commence dans notre entourage, notre famille immédiate, famille élargie. C'est où on devrait avoir ce soutien-là pour nous aider à trouver notre équilibre à nous de voir et notre liberté aussi de penser et être, à dire, dans mon rythme à moi, je suis peut-être pas rendue à aller au cégep tout de suite. Parce que dans mon rythme à moi, je suis plus en train de me rechercher à faire autre chose. Fait que peut-être j'irai vers un côté peut-être plus professionnel. Puis après, peut-être que j'irai vers le cégep pour apprendre d'autres choses. Comment vous voyez ça? Où devrait venir le soutien? Je pense que ça commence tout petit, le soutien qu'on va recevoir pour les connaissances, pour nos valeurs. Comme maman, c'est ce qu'on veut faire aussi avec nos enfants. Ça commence très, très jeune. C'est familial, je pense. Familial, agrandi, ami. Parce que toi, tu as été un soutien pour tes enfants. Oui. Puis moi, j'ai eu du soutien aussi. Tu as eu du soutien. Parce que c'était très important pour toi, les études. Oui. Oui, ça a été important pour ma mère aussi. Je pense que c'est de l'ouverture, ça. C'est des connaissances. Ça te permet d'aller où ce que tu veux après, là. Sky's the limit, tu sais, quand tu as ce soutien-là, de connaissances, mais aussi d'estime de toi, de confiance, ça part à la base familiale. Tout ce qui est mis en place après, avec les écoles, c'est génial aussi parce que ça fait partie, c'est un gros plus qu'on a, nous, dans notre société, parce qu'on en voit des pays où les enfants tout court, puis les femmes encore moins dans certains pays, ont accès à cette éducation-là. Mais je pense que le soutien doit provenir. Puis, tu sais, on dit, hein, pour élever un enfant, ça prend un village. Fait que c'est la communauté, ça. Fait que oui, le soutien, il doit être là pour faire rayonner, pour emmener le rayonnement de chaque enfant, de chaque fille. Ouais. Dans ton parcours à toi, est-ce que tu savais à 17 ans qu'est-ce que tu voulais faire? Moi, oui, c'était vraiment d'aider les gens. Ça, c'était sûr. Okay. Par quelle branche, là, je voulais trouver. Puis moi, je voulais beaucoup voyager. Moi, j'avais vraiment envie d'aller voir ailleurs comment ça se passe. Il y a beaucoup à apprendre de d'autres peuples. Puis ça m'a toujours soutenue. Puis j'essaie de voyager encore beaucoup parce que je trouve que ça, c'est très, très important. Et puis même, tu sais, on parle d'éducation, à un moment donné, c'est familial, tu sais, c'est sociétal, mais ça devient personnel. Notre éducation, moi, je sens comme ça aussi. OK. De la découverte. Fait que, c'est ça. Moi, j'ai étudié, j'ai fait une technique. Puis, à un moment donné, c'était suffisant pour l'époque où j'étais parce qu'il y avait beaucoup d'emplois. Mais à un moment donné, au fil du temps, quand je suis revenue, bon, j'ai eu des emplois, mais je me suis cognée le nez parce que c'était vraiment des baccalauréats qu'on demandait. Et puis là, c'était pas possible. Fait que moi, j'ai poussé aussi. J'ai soutenu mes filles, puis pour qu'ils aillent chercher un baccalauréat, en me disant, ben regarde, après, là, t'en feras ce que tu veux. Si tu veux changer dans la vie 10 fois d'orientation, pourquoi pas? C'est vraiment... Mais va te chercher les outils pour avoir une place puis un choix quelque part. Fait que donc, tu étais une personne, tu soutenais tes enfants dans leur choix et liberté de leur choix
également, mais au moins, tu voulais qu'il y ait un acquis. Oui. Qui est ce bac-là, qui leur permettrait d'ouvrir des portes. Oui, de te mettre toutes les portes possibles. Mais puis de foncer c'est pas tout le monde qui a ce soutien-là. Je veux dire, ça part beaucoup de soi aussi. Tu sais, moi, j'avais pas une famille soutenante pour mes études, mais ça m'a pas empêché d'aller plus loin. Je pense qu'à un moment donné où il faut que tu réalises que tout est possible, surtout au Québec, on a cette chance-là, tu sais. On a vraiment beaucoup de programmes qui sont là pour qu'on puisse aller de l'avant. Fait que le soutien, moi, que j'ai eu, c'était beaucoup par la liberté de mes choix. Ça, c'était là. Puis je pense que c'était le plus grand soutien que je pouvais avoir parce qu'au niveau financier, tu sais, moi, je restais dans une auberge de jeunesse, je travaillais à l'auberge, j'allais aux études, je suis sur le bord de finir de payer mes études, là. Fait que, je veux dire, le soutien, tu peux le trouver de d'autres façons aussi. C'est surtout dans les rencontres, moi, je trouve que tu fais dans ton parcours qui sont déterminantes, puis qui t'amènent vraiment plus loin, tu sais, parce que l'idéal, c'est d'avoir une famille qui est là, qui te soutient, qui t'amène du primaire, secondaire, cégep, université, mais je sais pas c'est quoi la proportion de gens qui ont cette chance-là. Donc, à un moment donné, faut que ça vienne de toi, puis il faut que tu te mettes en action pour réaliser tes rêves, puis surtout, savoir c'est quoi tes rêves, tu sais. Qu'est-ce que tu veux? Et aussi, bien sûr, que nos parents, ils veulent notre bien. Hein? Cependant, dans le bien qu'ils veulent, ben ils ont aussi leur peur. La peur que notre enfant ne réussisse pas. Alors, ils peuvent transférer ça aussi, tu sais. Donc, ils peuvent te freiner dans ton choix de carrière. Et exemple, je vous donne cet exemple-là, un enfant veut aller dans un domaine d'art. Mais souvent, les parents, selon leur cheminement de pensée, vont penser que le domaine des arts, ben c'est pas payant, tu vas manquer d'ouvrage, c'est pigiste, tu sais, tu pourras pas vivre de ça et tout ça. C'est là que ça va freiner aussi. Donc, on a ces types de parents-là aussi qui veulent leur bien de l'enfant, mais en même temps, qui vont transférer cette peur-là. Tu sais, t'as-tu vécu ça un peu de ta part? Non, parce que mes parents, ils n'ont pas été aux études, fait qu'il n'y avait pas beaucoup de peur. Il y avait juste hâte que ça finisse parce qu'ils se disaient, à un moment donné, il faut que tu travailles. Mais... grande peur. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, quand tu viens d'une région... Tu sais, moi, j'ai eu cette chance-là de prendre ce que ma famille était capable de me donner. Mon père, c'était un homme très, très vaillant. Donc, pendant toutes mes études, je travaillais en même temps. J'avais pas peur de me donner, tu sais. Fait que t'honores les valeurs que ta famille te lègue. Mais oui, on entend des histoires de « Ah, ben là, moi, mes parents voulaient pas que j'aille dans tel domaine, donc je suis pas allée. » T'entends des physiciens changer complètement de domaine, s'en aller musicien parce que finalement, ils ont écouté leur petite voix intérieure, là. Mais c'est ça. Je pense que toi, peut-être, t'as eu un parcours plus... traditionnel ou ce que tes parents t'ont soutenu? Oui, mais il y avait quand même ce discours-là, tu sais, de « Ah, mais ces métiers-là, c'est peut-être pas très payant » ou tu sais, de faire un choix qui allait, pour eux, m'aider à bien vivre. Fait qu'à quelque part, c'est sûr que dans le souci du parent qui souhaite que son enfant réussisse puis puisse mener une vie paisible avec un certain confort financier, bien, ça amène peut-être l'enfant à faire des choix qui vont se décentrer de ce qu'il aurait réellement voulu ou aimé ou pour lesquels il aurait aspiré. Fait qu'effectivement que ben là, on entre beaucoup dans l'aspect peut-être financier du choix du métier, là, vers où on s'oriente. Mais je suis d'accord, par exemple, je reviens un petit peu à ce que Caroline disait. Caroline? Laquelle? Elle disait, une ou l'autre. Non, Caroline disait tout à l'heure par rapport au soutien. Je crois fermement que ça part même au-delà de la petite enfance, du moment où le fœtus, où l'enfant est créé. Si la mère, le père qui désire
concevoir cet enfant-là ou qui conçoivent cet enfant-là n'ont pas les ressources, n'ont pas l'environnement dans lequel ils vont pouvoir faire en sorte que cet enfant-là va grandir avec les outils, les gens qui vont pouvoir l'aider, l'accompagner, la communauté. Tu sais, c'est un devoir aussi de communauté, je crois. Déjà là, on part avec quelques prises en arrière. Ouais. Mm-hmm. Fait que le soutien est d'autant plus important, mais dès en fait, dès la conception de l'enfant, je crois. Mm-hmm. Il reste peu de temps. Parlons de défis. Le défi que la fille d'hier, la fille d'aujourd'hui, est-ce que c'est encore les mêmes défis qu'elle vit au niveau de l'éducation, au niveau de l'accès à la qualité de l'éducation? Est-ce qu'on vit encore la même chose ou ça a évolué? Ben moi, je pense que ça a évolué, là, vraiment. Je vais toujours croire que l'éducation va emmener une société beaucoup plus loin et que toutes les portes sont possibles dans la mesure où tu es prête à mettre l'énergie pour. Puis, je crois fermement que d'avoir écouté ma petite voix puis d'avoir continué à aller aux études, ça m'a donné beaucoup plus d'opportunités. Puis je pourrais pas enseigner aujourd'hui si j'avais pas eu un baccalauréat, même si c'est pas en enseignement. Les portes sont beaucoup plus grandes, mais les défis vont toujours rester les mêmes. Les défis vont toujours rester de l'ordre de l'énergie que tu vas y mettre, les efforts à faire. Tu sais, t'as besoin de laisser tomber des choses pour aller aux études, tu sais, c'est sûr. Je pense pas que ça change, ça, vraiment. Mais les portes sont là. Juste les prendre. Toi, Caroline? Bien, je suis d'accord avec toi, c'est sûr. Par rapport à hier versus aujourd'hui, il y a beaucoup plus de portes, en tout cas, puis l'accessibilité est là. On est quand même privilégié, je pense, d'avoir ces ouvertures-là aujourd'hui. Faut continuer à encourager l'éducation parce que c'est la liberté, c'est l'autonomie, l'indépendance aussi, là, que ça veut dire. Ah oui. Fait que il y a un grand pas de fait. Je pense qu'il peut encore s'en faire parce qu'il y a encore beaucoup de métiers traditionnels où les femmes n'osent pas trop aller. Fait que je pense qu'il reste encore bien des domaines à explorer à ce niveau-là. Moi, je suis très optimiste, en tout cas. Oui. Ouais. Pour toi, Véronique? Bien, je suis d'accord avec le fait qu'effectivement, la réussite éducative est un des facteurs sur lesquels on doit mettre peut-être de l'énergie en continu et pour amener une société qui va bien, qui réussit. Bien, on parlait de l'autonomie des femmes aussi, dans l'éducation, d'amener les femmes à accéder à l'éducation pour finalement être capable de vivre un peu de par elles-mêmes, je veux dire, de façon autonome, indépendante. Moi, ce que j'observe, c'est les enjeux au niveau... Tu sais, ce que là, j'embarque dans la COVID, ce que la COVID a apporté, on sent que la société devient un petit peu plus individualiste. On a des parents qui ont peut-être perdu le soutien de par le fait qu'on est plus isolé, tu sais, on est plus à distance, on fait plus les choses chacun de notre côté. On s'est comme pas retrouvés après cette COVID-là, qui fait qu'on s'est un peu tous séparés. Puis on sent qu'il peut y avoir des parents un peu plus démunis ou qui ont moins accès à ce qu'ils pourraient obtenir en soutien pour soutenir leur enfant, pour leur montrer que voici le chemin que moi j'aimerais que tu prennes, voici l'éducation que j'aimerais que tu reçoives. Fait que moi, c'est là ma crainte. De loin, mon intention n'est pas d'avoir un discours pessimiste, mais il y a ces observations-là que je fais de par le milieu où je travaille. On a des mères qui sont un petit peu plus démunies de par le fait que, c'est ça, on est plus dans des modes de fonctionnement individuels. On sent moins de solidarité, on dirait, dans une même communauté pour justement élever l'enfant. Fait que ça, c'est ma crainte, mais fait que c'est les défis d'aujourd'hui. Il y en s'en était d'autres auparavant, mais tu sais, je pense que on est rempli de bonnes intentions, puis on est rempli
de vouloir, de volonté d'aider, d'apporter de l'aide à son prochain de par l'organisme dans lequel on se trouve en ce moment, de par le milieu où je travaille, puis d'autres organisations qui veulent soutenir. Je sais pas, ton métier aussi le permet. Soutenir ces jeunes-là qui ont peut-être pas eu la chance de le faire dès leur jeune âge, de dire, OK, je mets l'éducation au centre de ma priorité, mais maintenant, ils veulent le faire. Puis là, d'amener le soutien qu'ils ont besoin en ce moment, c'est un beau... Dernière question. Le temps file très rapidement. Il nous reste 1 minute. Quelles seraient les stratégies à promouvoir? Parce qu'on sait qu'on a Internet aujourd'hui, là. Est-ce que Internet donne plus d'accessibilité à une région, à des femmes, des filles de la région, à avoir accès à une éducation beaucoup plus de qualité grâce à Internet aujourd'hui? Bien, c'est beaucoup plus facile. Il y a plus de choix qui s'offrent à toi quand tu peux avoir des cours en ligne qui s'offrent à distance, effectivement. La qualité, est-ce qu'elle est meilleure? Je sais pas. Je doute, mais il n'y a rien de mieux que d'être d'humain à humain. Mais oui, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de raison, à part que si tu as des incapacités intellectuelles, que de pas aller aux études. Tu sais, je veux dire, tout est possible, tout est là. On se donne la chance. On se donne la chance. Excellent. Pour toi, rapidement? Mais je pense que définitivement, l'accessibilité est plus facile aujourd'hui. Tu sais, on a qu'à se connecter et on a une plateforme, un monde d'opportunités au niveau de l'éducation, des possibilités de formation, de certificats. Fait que oui, effectivement, l'accessibilité est là. Ça doit être clairement aidant. Je dis ça doit l'être parce que moi, je suis plus aux études, j'ai pas continué ce parcours-là. Mais, tu sais, ne serait-ce que par les formations, on disait l'éducation part aussi de nous à un certain moment. Tu sais, en tant qu'adulte, professionnel, employé ou employeur, ben on veut continuer à en apprendre, mais on a des offres de formation dans nos milieux respectifs là, de par ces plateformes-là. Fait que... C'est vrai que c'est une plateforme qui est extraordinaire puis qui ouvre des portes à tout le monde. Alors, ouvrons nos portes à l'accessibilité de l'éducation. Merci à vous trois et également à notre autre invitée qui était Denise, qui était sur le plateau au début. Et nous, ben, on se revoit pour une autre émission de Puissance au féminin la semaine prochaine. Ciao tout le monde!